criblé de dettes, manque d'argent, manque de finances. Salut à vous, comment vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Pour ceux qui se demandent, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai juste deux points à partager avec vous. Le premier point, c'est une petite histoire tirée du livre intitulé La chèvre de ma mère, que je vous demande de suivre attentivement car de cette petite histoire, vous pourrez tirer des leçons de la vie scolaire, culturelle, historique et surtout de finances. Le deuxième point que je vais partager avec vous, ce sont les 5 grandes sagesses qui ont fait de Babylone la ville la plus riche de son époque en résolvant ces problèmes, les problèmes que j'ai cités au départ. Ouais, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, que vous soyez élève, étudiant, maître, professeur, juge, peu importe le métier que vous faites, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, ces sagesses-là vont venir résoudre vos problèmes. Alors sans plus tarder, je passe à la petite histoire. Premier point, on passe à la petite histoire. Nous sommes dans les années 1965 dans un village perdu d'Afrique. Vivait un homme très riche, il possédait des troupeaux de chèvres, de moutons, de vaches et même des plantations de café. L'homme était très riche, il vivait tranquille avec sa famille. Cet homme, c'était mon père. Ouais. Nous mangeons chaque jour de la viande, nous étions comme des petits princes. Mais malheureusement, un jour, une tragédie arrive et mon père tombe malade. 2 semaines après, il succombe à la mort. Et n'ayant pas de morgue dans notre village, il fut directement enterré le lendemain. Le système en place, le système mis en vigueur dans notre village était le matriarcat, le système du matriarcat qui stipule qu'après la mort d'un homme, tous ses biens n'appartiennent ni à sa femme ni à ses enfants. Et donc nous furent expulsés de notre maison en laissant nos lits en planche et nos petits marmites pour rentrer au village de ma mère. Nos oncles étant très gentils décida de donner une chèvre à chacune des femmes. Lui, mon père était polygame et ma mère était la deuxième femme. Ma mère prit la chèvre, les larmes sur ses yeux, nous laissait entendre que ce voyage-là n'était pas un voyage de courtoisie. Une fois au village de ma mère, elle prit toutes ses économies pour nous construire une petite cabane en paille dans laquelle nous pouvions survivre. Mes frères et moi, notre vie avait changé, notre vie avait basculé semblable à celui du Christ sur la croix. Ouais, on mangeait quoi? Des légumes sans sel. Chaque jour, nous supplions notre mère de tuer la chèvre. Chaque jour, nous la supplions de tuer la chèvre, mais elle se résignait à ne jamais tuer la chèvre. Elle refusait toujours de tuer la chèvre. Bon, ok, un soir, nous avons vraiment exagéré ce jour-là et puis elle nous réunit autour du feu et nous dit: mes chers enfants, pensez-vous que je sois fier de notre situation? Pensez-vous que je sois fier de vous voir manger chaque jour des légumes sans sel et des patates chauffées pour survivre? Mais sachez une chose, si nous tuons cette chèvre maintenant, après l'avoir mangée, nous allons tous mourir tout simplement parce que je n'aurai plus de quoi prendre soin de vous. Mais par contre, si nous ne la tuons pas maintenant, nous avons peut-être une chance de survivre. Cette chèvre-là constitue notre seul moyen de sortir de cette situation et également votre avenir. C'est ce qu'elle nous a dit, oui, je me rappelle bien ce jour. Mes frères ayant compris exactement ce que la mère avait dit, se mirent à pleurer, s'accrochaient autour de ma mère, la suppliant de ne pas tuer la chèvre. Mais moi aussi, je me suis mis à pleurer, tout simplement parce que j'avais entendu de la bouche de ma mère le mot mourir. Mais nous ne tuons pas la chèvre, désormais nous prenons bien soin de la chèvre. La chèvre elle-même, elle avait compris qu'elle était notre seul moyen de sortir de cette situation que notre père nous avait laissée. Elle mangeait dans nos mains, parfois nous jouons avec la chèvre. Quelques mois plus tard, la chèvre commence à prendre du poids. Et un beau matin, à notre grande surprise, la chèvre mit au monde un petit. Nous étions tellement fiers de cette chèvre. Et comme les chèvres ne mettent pas assez longtemps pour se multiplier, et quelques mois plus tard encore, elle met au monde encore les jumeaux. C'est ainsi que la chèvre était décidée à nous sauver. Elle commençant à se multiplier, les enfants engendraient des jumeaux, des triplés, et ainsi de suite. Au bout de 2 ans, nous avons retrouvé notre vie d'avant. Ma mère ayant multiplié nos activités aux vaches, aux moutons. Au bout de 4 ans, nous étions top, nous étions plus qu'avant, nous vivions bien, nous avons construit une grande maison dans laquelle nous vivions avec nos parents. Nous pouvons vendre un peu de vaches, un peu de moutons pour
répondre à nos besoins du côté financier pour aller à l'école ou quoi. Mais un jour, ma mère décida d'aller rendre hommage à notre feu papa. Elle nous a amenés avec elle. Une fois sur place au village, on s'est rendu compte que tout avait disparu. Oui, tout avait disparu. Et on demandait au premier oncle chez qui on avait confié les moutons. Celui-ci répondit qu'il avait vendu les moutons au profit des champs de manioc. Or, on savait que c'était faux car les champs de manioc étaient accordés à ceux-là aux plus pauvres du village, ceux-là qui n'avaient rien pour s'acheter des moutons et des chèvres. Celui-ci avait tout simplement égorgé avec ses enfants, étant chasseur bien sûr. Il a égorgé avec ses enfants les chèvres comme il égorgeait les antilopes qui chassaient dans la forêt. Ouais, à force d'égorger, il a fini par finir tout le bétail. Celui qui avait hérité des champs de café, avait fait pareil. À force de récolter sans jamais penser à planter d'autres pieds de café, il a fini par épuiser tous les champs. Celui qui avait pris les chèvres, le dernier oncle qui avait pris les chèvres, et ben, quand on lui demandait, il était un peu plus sérieux, il était aussi éleveur comme mon père. Il nous répondit, ben voilà, chaque fois qu'il partait attacher les chèvres le matin pour qu'elles broutent de l'herbe, le soir quand il venait détacher, il se rendait compte que les chèvres connaissaient déjà la route de la maison, aller et retour. Et donc le matin, ce qu'il faisait, c'est qu'il détachait les chèvres allaient brouter de l'herbe, et le soir il revenait à la maison. Donc il ne prenait plus attention aux chèvres. Un matin, il a détaché les chèvres sont partis mais ils ne sont jamais revenus. Toutes les chèvres avaient disparu. Ouais. Nous faisons ce que nous étions venus faire au village, et puis nous rentrons au village de ma mère. En cours de route, nous rencontrons la coépouse de ma mère. Je dois vous rappeler qu'elle s'entendait très bien, on dirait des sœurs. On ne sait pas par quelle magie mon père avait réussi à faire qu'elle s'entende ainsi. Et on voit celle-ci, elle est toute maigre. Ses enfants sont mourants, je vais dire. Et elle était étonnée de voir dans quel état nous étions, comment nous étions si bien vêtus, si beaux, si souriants. Et c'est là que lorsque ma mère lui demandait qu'est-ce qui s'était passé, elle répondit qu'une fois au village, ses enfants pleuraient, insistaient de tuer la chèvre, qu'ils avaient faim, qu'ils voulaient manger la viande, et s'est résigné à tuer la chèvre. Et une fois après avoir mangé la chèvre, c'est dans cette situation qu'ils se sont trouvés. Ma mère étant très gentille, à lui conseiller, elle expliquait aussi ce que nous avions fait, et il décida de dire. C'était l'histoire de la chèvre de ma mère. Et ben oui, c'était tout pour l'histoire de la chèvre de ma mère. De cette histoire, si je vous pose la question, quelle leçon est-ce que vous avez tiré du plan de vue historique, culturel, bon même pas historique, surtout culturel et économique, qu'est-ce que vous allez me répondre? Il y a quand même des leçons à tirer dans cette histoire, des très grandes leçons. Et bien sans plus tarder, on va passer au deuxième point, qui sont les 5 grandes sagesses qui ont fait Babylone la ville la plus riche de son époque et qui va résoudre vos problèmes. Ouais, la première leçon, je vais la dicter telle qu'elle a été transcrite. Alors, l'or comme l'argent vient en quantité toujours plus importante. À toute personne sache qui a l'intelligence d'économiser, de mettre de côté pas moins de 1/10 de ses revenus pour créer un capital en prévision de son avenir et celui de sa famille. Oui, quand je dis ceci, les gens me prennent pour un fou. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Oui, en fait, qui que vous soyez, si vous êtes travailleur, forcément vous avez un salaire à la fin du mois. Si vous êtes étudiant, forcément il y a certaines miettes qui passent dans votre main tout au long du mois. Et donc lorsque vous recevez cet argent, il y a tous les moyens nécessaires pour que vous avez toutes les raisons pour ne pas économiser. Ces raisons sont valides avec des justifications lourdes et solides qui vous permettent de ne pas économiser. Mais seulement, vous payez tout le monde. Vous payez le moto-taximan qui va venir vous chercher, le barman pour votre petit billet, l'emballeur de cadeaux pour le petit cadeau que tu vas donner à la meuf. Vous payez tout le monde. Le vendeur au marché de chaussures, pour la chaussure que tu vas là acheter pour te faire beau, et tout et consort, vous payez tout le monde, mais vous ne vous payez pas vous-même. Ouais, vous avez toutes les raisons pour ne pas économiser, mais même pas une seule raison pour économiser. Ce que je vous conseille, c'est quoi? Lorsque vous recevez cet argent, si vous le recevez en gros, ce que vous faites, c'est quoi? Retirez juste 10%, soit 1/10 de cet argent et mettez de côté. Ne touchez pas.
peu importe ce qui arrive, ne touchez pas à ça. Et le reste des 9 dixièmes et le reste des 90%, vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Vous allez utiliser cela pour répondre à vos besoins les plus urgents. Ceci aussi fait pour les chefs de famille. Quand on dit comme s'il y a les parents qui vont se dire ah qu'est-ce qu'il dit c'est nul, là ne même pas de prendre soin de ma famille. Fais juste ça, fais-moi confiance en suivant les autres 4 règles. Tu vas voir, tu vas sortir de la situation dans laquelle tu te trouves à 100%. Alors là, on passe à la deuxième loi. Deuxième sagesse. L'or comme l'argent travaille intelligemment et de façon rentable pour tout possesseur sage qui lui trouve un placement fiable et profitant se multipliant, ainsi comme les troupeaux dans le champ. La chèvre de ma mère se multipliait, les troupeaux de chèvres de ma mère se multipliaient dans les champs. Et donc cette loi, elle est tellement vraie comme la première que toi, lui et moi, nous pouvons le nier. Je prends un exemple. J'ai un ami, un frère, il s'appelle Billis. C'est un sapeur, il est toujours à la pointe de la mode et lorsqu'un nouveau vêtement, lorsqu'une nouvelle chaussure arrive sur le marché de la ville, pour rester à la pointe de la mode, il faut qu'il ait ses chaussures. Et donc, lorsqu'une chaussure arrive, il se fixe un objectif, celle d'atteindre une somme d'argent. Si c'est 30 000 qu'il le faut pour avoir ses chaussures, il suffit d'avoir 30 ou 32 000 ou 35 000 pour 2 semaines ou pour un mois. Et la plupart du temps, il a toujours atteint ses objectifs. Et donc, je l'ai observé, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il se fixe l'objectif d'avoir cet argent, il se lève, il commence à se lever tôt le matin pour aller à l'école. Et donc, l'argent de moto qu'il utilisait pour prendre la moto, il économise. Le soir, lorsqu'on rentre, que de prendre la moto comme avant, il marche avec nous et il ambiance la route. Il y a ces petits trucs-là qu'il arrête de faire, même avec sa meuf. Il y a un peu des petits trucs qu'il arrête de faire parce qu'il veut atteindre ses objectifs. Et la plupart du temps, il a atteint ses objectifs. Et s'il y a les décalages, c'est seulement 2 jours, 3 jours. Parfois, il atteint même ses objectifs avant la date qu'il s'était fixée. Ouais, c'est pareil avec nos parents. Lorsqu'un parent se fixe l'objectif d'avoir une voiture, au bout d'1 an, ce qui est sûr, il est fort probable qu'elle achète la voiture ou qu'il achète la voiture. Oui, mais seulement si tu achètes la voiture, tu te plaignais avant de ne pas avoir assez d'argent pour prendre soin de ta famille. Et maintenant, en achetant la voiture, si tu avais une femme, désormais tu as 3 femmes. Oui, la première femme, c'est celle que tu as à la maison et les 3 autres se résument dans la voiture. Elles consomment plus que celle que tu as à la maison. Alors, si nous pouvons nous fixer des objectifs pour obtenir des passifs, pourquoi ne pas faire comme la première règle nous demande? Fixer des objectifs pour obtenir des actifs. Si vous pouvez vous fixer des objectifs d'avoir des passifs, alors pourquoi ne pas vous fixer des objectifs désormais d'avoir des actifs? Si vous fixez des objectifs, par exemple en économisant juste les 10% ou les 1 dixième de l'argent que vous avez pour avoir peut-être 100 000, le prix d'une chèvre, comme l'histoire que j'ai racontée au départ, pour avoir juste le prix d'une chèvre, et une fois que vous avez ces 100 000, que d'acheter un actif, que d'acheter un passif qui va vous aider à vous rendre encore plus pauvre que vous l'étiez déjà, tout en gardant l'air d'être riche. Mais vous trouvez un fonds d'investissement que vous allez placer cet argent-là, de telle sorte que cet argent-là devient votre esclave, et lorsque cet argent-là va produire des revenus, au lieu de manger cet argent, non, ce que vous faites c'est quoi? De cet argent, vous coupez encore juste 10% des revenus que l'argent a produit, vous injectez dans cet argent, vous investissez encore, et les autres 99%, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous allez voir, vous allez faire de cet argent votre esclave, les enfants de cet argent votre esclave, et leur petit-petit-fils votre esclave. Et lorsque l'argent travaille pour toi, lorsque l'argent se charge lui-même de remplir ta poche, tu peux retirer comme tu veux. L'argent va remettre, l'argent attire l'argent. Et c'est ça, c'est ce que la deuxième loi veut dire. Que d'acheter des passifs tout le temps, trouve-toi un moyen pour désormais te procurer des actifs. Alors là, on passe à la troisième loi. Et là, on passe à la troisième sagesse. L'or reste sur la protection d'hommes prudents qu'il investit suivant les conseils des hommes sages. Ouais, aujourd'hui, on a cette maligne de dire, les hommes, les vieux, ils peuvent se garder leurs conseils. On investit notre butin sans prendre de conseils des hommes sages, tout en oubliant que les problèmes d'hier
comme le soleil qui brillait hier, c'est le même soleil qui brille aujourd'hui, ce sont les mêmes problèmes d'aujourd'hui et c'est le même soleil qui brillera demain, ce sont les mêmes problèmes qui seront demain. Oui, problème de maladie. Hier, on avait les problèmes de maladie, aujourd'hui, on a les problèmes de maladie et demain, on aura toujours des problèmes de maladie. De même pour les problèmes d'argent. C'est comme ça. Hier, même 400 ans avant Jésus-Christ, il y avait les problèmes de manque de finances d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est la même chose et demain, c'est fort probable que ça soit toujours la même chose. Et donc, nous oublions également que la sagesse d'un jeune, c'est comme cette lumière brillante qui scintille dans le ciel telle qu'une grosse météore qui passe d'un coup, par rapport à la sagesse d'un vieillard qui est comme cette étoile qui brille chaque jour magnifiquement de la même manière, si bien que un marin pourrait se fier à elle. Ouais. Lorsque tu comprends ça, lorsque tu as compris ça, et donc tu ne peux plus jamais faire l'erreur d'investir sans toutefois demander conseil à un homme qui s'y connaît dans la façon de procéder. Et là, je pense que c'est très clair, cette loi même, elle est très claire, tellement facile qu'un enfant pourrait vite deviner, vite comprendre. Alors là, on va passer à la quatrième et l'avant-dernière sagesse. L'or fuit toute personne qui l'investirait dans des entreprises qui ne sont pas connues, qui ne lui sont pas connues, ou alors qui ne sont pas approuvées par ceux qui s'y connaissent dans la façon de gérer l'argent. Ouais. Lorsque nous avons un peu d'argent, nous sommes souvent un peu plus tentés de vouloir vite le multiplier, de vouloir qu'il se multiplie très très vite, et on tombe souvent sur les pièges d'investir dans des entreprises qui ne sont pas connues, un peu comme Pétrompé. Ceux-là sont très intéressants lorsqu'ils vous approchent, lorsque ces entreprises-là vous approchent, ils sont même parfois prêts à donner à 10 personnes que vous connaissez pour que plus de 1000 personnes investissent là-dedans et puis ils vont fuir avec leur argent. Donc soyez très intelligents. Si vous voulez investir, renseignez-vous d'abord et demandez conseil aux hommes sages. Et donc là, je crois qu'on peut passer à la cinquième et dernière loi. Cinquième loi. L'or fuit celui qui l'investirait dans des impossibles gains ou celui qui suivrait le conseil séducteur des fraudeurs ou qui se fie à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. D'ailleurs, moi aussi, je suis tombé dans ce piège-là. Et oui, quand on arrive dans le domaine, on veut écouter personne. On a la maligne de dire qu'on est champion, on croit qu'on connaît tout. Et parfois, on tombe dans le piège du désir. On tombe dans ce piège de vouloir forcer notre argent à produire de l'argent d'une quantité tellement énorme. Multiplier notre argent par 4 d'un coup, multiplier notre argent par 5 d'un coup, et on a 4 chances de perdre tout notre argent et une seule chance de multiplier notre argent par 4. Ah oui. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous dire à la prochaine pour